Bonjour et bienvenue à tous. J'entends encore quelques sons. Si vous pouvez tous éteindre vos micros pour commencer. Et bienvenue. Bienvenue à tous pour cette table ronde. Partager mon écran qui va me permettre non. Je voulais partager mon écran en tout cas. Attendez que je le fasse correctement. Vous ne le voyez pas. S'il y a un écran qui est affiché. OK. Alors, on va peut-être demander à Vanessa de partager l'écran. Là, c'est possible de partager l'écran avec la présentation d'introduction? Oui, je m'en occupe. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec cette introduction. Pour ma part, je suis professeur à l'ESSEC Business School depuis et je suis maintenant en charge de grande école, du programme Grande École à Singapour. 800 étudiants par an et 400 pour la grande école. Je m'occupe également du centre Imagination. Et la création que j'ai pu faire il y a aussi une dizaine d'années d'un programme qui s'appelait à l'époque le management stratégique de l'innovation dans les services, que l'on a revu, et c'est celui que je vais rapidement parcourir et vous présenter avant d'introduire. Si on peut arriver sur le premier slide, Vanessa. Qui sont tout simplement un slide de présentation de l'ESSEC. L'ESSEC est une école multicampus. Je suis pour ma part, comme je vous l'ai dit, à Singapour. Il y a évidemment Cergy-Pontoise qui est le plus emblématique, le plus connu, le plus important. Et puis il y a la Défense, tous les programmes exécutifs. Et puis, il y en a un autre, un quatrième, qui est né il y a peu de temps, qui est à Rabat. L'ESSEC, c'est 6600 étudiants, c'est 60 000 étudiants, anciens étudiants, alumni, comme on les appelle, à travers le monde. Et d'un point de vue plus exécutif, c'est 5000 cadres qui, chaque année, sont formés à l'ESSEC. Le deuxième slide nous explique que l'ESSEC, c'est ce qu'on appelle la Triple Crown. Triple Crown, c'est la triple couronne. La triple couronne, c'est le fait que nous soyons accrédités EQUIS, AMBA, qui est important. Donc, c'est une reconnaissance nationale, reconnaissance internationale qui est importante, avec 3 missions. D'une part, développer les compétences, évidemment, accompagner les managers et contribuer au développement des organisations. Globalement, les 3 axes, ce ne sont pas les valeurs de l'ESSEC à proprement parler, mais ce sont les 3 axes, notamment pour les formations exécutives. L'Advanced Certificate, comme je l'ai dit, il a été créé il y a 10 ans avec un programme qui était Management Stratégique de service, où près d'une centaine de diplômés. Et l'objectif, il a été, à son origine, d'étendre les organisations d'un point de vue innovation. Comment est-ce qu'on innove? Pourquoi est-ce qu'on innove? Comment est-ce que l'on fait pour innover dans un écosystème ouvert, dans un écosystème fermé, avec des concurrents importants, en étant une start-up? Et c'était plus particulièrement à cette époque-là également avec une dimension service. Nous avions une dimension technologique, mais surtout service. Au fur et à mesure des intégrer quelque chose de très spécifique à l'ESSEC qui est la notion d'innovation responsable. Et la notion d'innovation responsable est quelque chose de spécifique puisque nous avons été à l'ESSEC les premiers en 2012 à enseigner l'innovation responsable d'un point de vue grande école et puis dans les programmes exécutifs. Nous avons eu la volonté d'intégrer l'innovation responsable au sein de ce programme, de ce certificat. C'est ce que nous avons fait. Et puis au fur et à mesure, il a pris de plus en plus d'espace. Autrement dit, aujourd'hui, nous n'enseignons, j'allais dire, que l'innovation responsable, c'est-à-dire les 2 axes, à la fois la partie innovation, comment est-ce qu'on innove, pourquoi est-ce qu'on innove, les stratégies d'innovation. Et je dirais que ça, c'est globalement l'enseignement des économistes depuis 1930 jusqu'à nos jours, jusqu'à temps, je dirais, qu'on commence à se poser la question de mais
est-ce qu'on doit innover à tout prix? Pour des questions humaines, des questions politiques, des questions environnementales. Et nous avons décidé, comme nous avions eu l'esprit pionnier en développant des premiers cours sur l'innovation responsable, à dire il faut qu'on avance encore plus pour ce programme en affichant l'innovation responsable. Et c'est ce pourquoi l'Advanced Certificate qui est ici, c'est management, le MIR, management de l'innovation responsable. C'est quelque chose qui est sur 15 jours, pendant 6 mois, compatible avec une activité professionnelle dès lors qu'on travaille beaucoup, mais c'est évidemment l'enjeu de travailler et en même temps de pouvoir faire cette formation. Encore une fois, comme je disais, sur l'innovation, comprendre ses fondements, savoir innover, pour innover, des débuts, la créativité, jusqu'à la fin, le lancement. Néanmoins, la responsabilité est extrêmement prégnante. Elle est prégnante à travers des cours, et on parle de cours clairement de responsabilité, d'éthique, de philosophie, permettant de comprendre un peu mieux les enjeux autour de la responsabilité dès lors que l'on va innover, ce qui est déterminant aujourd'hui. On voit bien que les enjeux réglementaires, les enjeux internationaux ne suffisent pas pour nous réguler. Et donc la régulation doit venir probablement des innovateurs plutôt qu'elles généralement ne comprennent pas bien ou ne maîtrisent pas toujours bien les questions de l'innovation et de responsabilité. Et le parti pris, c'est que ce sont les innovateurs qui doivent le faire. Un point important dans le programme, c'est la gestion de projet. La gestion de projet est importante puisqu'elle permet de mettre en acte la question de l'innovation et de la responsabilité. Dès le premier jour, nous travaillons sur les projets. Celui de la certification, c'est une défense des projets, une présentation des projets. Et c'est important parce que, et je suis aujourd'hui encore, j'étais en train de travailler sur le RNCP parce que la certification est enregistrée à ce qu'on appelle France Compétences, ou le registre national des formations professionnelles. Nous avons besoin de faire une certification avec un projet du début jusqu'à la fin, avec un travail de groupe, participants ensemble le font. C'est un projet important, c'est un parcours important et c'est pour ça que nous avons une personne dédiée pour ça. La personne dédiée, c'est François Feige. François Feige est un intervenant expert multifacette, mais cette notion d'entrepreneuriat, quoi qu'il fasse, est toujours présente avec une forte expertise à la fois par son passé, il est très jeune, mais par son passé quand même, d'entrepreneur, d'accompagner les organisations et maintenant il nous fait le plaisir de se mettre à notre disposition pour accompagner aussi les groupes. Et aujourd'hui, alors que ça va être beaucoup plus autour des projets, nous avons le plaisir de l'inviter pour animer cette table ronde entre nous. Le programme d'aujourd'hui, c'est donc ce que je viens de dire, les projets innovants, comment intégrer plus la responsabilité et l'innovation qui sont les deux aussi importantes que l'autre, fondamentales. Et comme je l'ai dit, François va animer cette table ronde, je l'ai rapidement présenté et nous formons un binôme très, très proche l'un de l'autre pour faire en sorte que nous offrions le meilleur à ces participants. Et on s'est dit que la meilleure façon d'en parler, c'était avoir des participants. Et les participants que nous avons autour de nous aujourd'hui sont Aurélie Loub, qui est la directrice de la communication et du marketing territorial du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, elle n'est non pas à Paris, mais elle est dans une situation plutôt préservée, à ce que je comprends pour la France. C'est à la fois pas loin de la mer, à la fois le beau temps et moins de Covid, ce qui est pas dans notre situation actuelle. Adeline, qui est directrice adjointe de l'innovation à Radio France, extrêmement pertinente parce qu'une organisation comme Radio France, ça veut dire quoi l'innovation pour pouvoir continuer à émerger et voir des concurrents qu'ils s'appellent podcast, qu'ils s'appellent streaming, qu'ils s'appellent internationaux également. Et nous avons également Caroline Lataste qui est la vice-présidente Growth Strategy pour la division luxe chez Coty, société extrêmement connue et qui nous fait aussi le grand plaisir d'être avec nous. Voilà pour les présentations. Voilà pour les présentations de la table ronde. Comment la table ronde va s'organiser. François va prendre la parole et va la distribuer à travers un certain nombre de questions. Et encore une fois, et c'est juste pour conclure à travers le message d'accueil que je voulais faire auprès de vous, c'est de dire cette question de l'innovation et de la responsabilité n'est plus optionnelle.
Elle n'est plus optionnelle pour l'innovation puisque nous avons besoin de survivre. C'est même le principe de l'innovation. Vous savez qu'innovation, c'est innovare, c'est le mot latin, innovare, qui veut dire le changement à l'intérieur. Eh bien, ce changement à l'intérieur, il est valable pour qui ou pourquoi? Par les forces extérieures que nous avons, il s'appelle concurrence, réglementation, etc. Et ce changement d'extérieur nécessaire, il n'est valable ou n'est possible qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Innovare, novare le changement à l'intérieur pour pouvoir survivre. Ce changement à l'intérieur, il est valable à deux endroits. À l'intérieur pour les innovateurs, pour les organisations, et il est valable pour ces deux aspects. L'innovateur de demain n'est pas celui d'hier, l'organisation de demain n'est pas celle d'hier. Nous avons besoin de nous changer à l'intérieur pour pouvoir survivre avec plus de responsabilités. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà longtemps que je parle, c'était juste une courte introduction à la fois le programme, la table ronde et la présentation. Je vous remercie beaucoup d'être ici, d'être nombreux, connectés pour cette table ronde. C'est un plaisir, évidemment, c'est un plaisir qui a un plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, vous avez l'opportunité de le faire ici. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent déjeuner, repas en compagnie de nos cinq intervenants qui sont là, 4 intervenants, je ne me compte pas dedans, 4 intervenants qui sont là. Et tout de suite, je passe la parole à François. Merci à tous. Merci Xavier de cette présentation, très utile pour introduire ce sujet. C'est vrai que l'environnement tient la tête au cœur des préoccupations des Français. Toutes les marques dans les entreprises se saisissent de l'enjeu environnemental pour les placer au cœur de leur tactique. Chacun de nous est conscient que le monde doit progresser, se redéfinir, s'inventer un devenir. Alors aujourd'hui, l'innovation, elle s'insère dans la stratégie des entreprises qui ont peur d'être vite obsolètes et d'être disruptées. Alors, je vais poser peut-être une première question. Est-ce que les entreprises, est-ce qu'elles font du greenwashing quand les marques proposent de l'innovation dite verte, de l'innovation dite éco-responsable? Est-ce que c'est un changement de mentalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être passer la parole à Caroline, qui est une de nos participantes de ce programme cette année. Ah, on n'entend pas Caroline? Ouais. Ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ah, on n'entend pas Caroline. Bon. Alors, je vais... On est là? Oui. Oui. Excusez-moi. Non, je disais simplement que moi, je viens d'une industrie, l'industrie de la beauté et du luxe, qui est essentiellement tournée sur le produit. Et aujourd'hui, par rapport à l'innovation produit, qui est au cœur de la stratégie de l'ensemble du secteur, on va dire que tout ce qui va être responsable n'est vraiment plus une tendance, mais c'est plus qu'une nécessité. Alors, dans mon secteur, comme on parle produit, on est essentiellement tourné aujourd'hui sur ce qui n'est plus négociable, c'est-à-dire l'innovation autour des ingrédients, autour du packaging. Et effectivement, cette notion de responsabilité aujourd'hui, elle est pleinement intégrée très en amont dans la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de formulations sans conservateur, avec une transparence au niveau des ingrédients, avec des packagings qui sont recyclables, éco-responsables. On assiste aussi à, sans doute influencé par ce qui se passe dans l'alimentaire, à des packaging refillable, c'est-à-dire que les consommateurs viennent remplir à nouveau leur packaging, ou encore des packaging où on réalimente en fait les packaging avec du vrac. Voilà, donc l'innovation, elle passe par le produit dans le secteur de la beauté, clairement, mais pas que par la R&D. Et elle passe aujourd'hui clairement par l'expérience client. Et ça, on y reviendra peut-être par la suite. Je vais laisser mes collègues, Adeline et Aurélie, peut-être réagir par rapport à leur secteur également. Et alors, Aurélie et Adeline travaillent dans deux secteurs qui sont très différents. Comment ça se passe chez vous, l'innovation parce que là, on ne parle pas
de marque, mais on parle d'une autre innovation. Comment elle est ressentie dans votre société, Adeline, par exemple, à Radio France? Comment l'innovation est ressentie à Radio France? Ouais. Comment vous la vivez? Comment vous la faites vivre? Alors, je vais essayer de résumer parce que c'est une question qui est pas facile. En fait, c'est pas hyper simple de répondre synthétiquement parce que par définition, l'innovation, c'est quelque chose qui est assez insaisissable en fait. C'est quelque chose qui émane potentiellement de n'importe quel point de l'entreprise. On est une entreprise qui est pas gigantesque, mais enfin, on est pratiquement 5000 personnes quand même qui y travaillent. Et en plus, 5000 personnes qui ont pour caractéristique d'être souvent très créatives, d'être très pointues et d'être très, très expertes dans leur métier. Donc, potentiellement, l'innovation, elle est partout et c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire, l'approche, c'est se dire, il y a un potentiel énorme qui se cache en chacun de nos salariés et comment faire pour aller la chercher. Alors, quand je dis en chacun de nos salariés, c'est parce que chacun des salariés est potentiellement porteur d'un projet d'innovation dont il va lui-même être le créateur, l'auteur, le porteur. Et donc, en ça, nous, on met beaucoup en place des dispositifs d'intrapreneuriat qui vont nous permettre justement d'identifier ces personnes et de les accompagner pour qu'ils puissent au mieux accélérer ces projets qu'ils portent en eux, avec bien sûr, dans le cadre des directions et du management qui les encadre. Mais également, nous allons nous appuyer beaucoup sur un écosystème d'acteurs très innovants, plus innovants que nous aussi souvent, à l'extérieur en fait de notre entreprise. Donc en fait, on va beaucoup pratiquer également l'open innovation en allant chercher des startups, des laboratoires de recherche, différents types d'acteurs comme ça qui sont capables vraiment d'avoir une offre vraiment très impactante dans nos domaines d'expertise. D'accord. Et alors, dans un secteur vraiment public, cette fois-ci, Aurélie, comment l'innovation est-elle ressentie? Comment vous la vivez? En tant que collectivité territoriale, nous sommes un acteur de l'innovation, de l'écosystème local d'innovation, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de favoriser d'instaurer un écosystème très favorable à l'innovation et notamment en étant un acteur fondamental du fameux triptyque entre organisations publiques que nous sommes, organisations privées, donc tous les acteurs économiques, les entreprises, et le milieu académique, donc là c'est tout le monde de la recherche. Et en fait, on a une action spécifique pour favoriser à travers différents systèmes d'appel à projets, d'appel à manifestation d'intérêt, de soutien des centres de transfert de technologie, par exemple, ce lien entre nous, le monde de la recherche, le monde de l'entreprise et un quatrième pilier qui est fondamental aussi, c'est le monde de la formation pour apporter les ingénieurs, la main-d'œuvre qualifiée nécessaire aux entreprises pour être en capacité d'innovation. Donc ça, c'est un premier pilier de mettre en place quelque chose de structurel pour favoriser l'innovation. Ensuite, on a des actions qui sont plus ciblées pour le soutien des actions innovantes au sein des entreprises. Donc là, on peut soutenir des projets d'innovation, que ce soit des innovations de l'ordre de la R&D ou des innovations managériales, par exemple. Et on a des programmes d'accompagnement, on appelle notre programme Usine du futur, d'accompagnement des entreprises pour favoriser l'innovation. Et là, toujours avec cette dimension responsable qui est très forte, parce qui prend en compte la dimension écologique, et notamment dans la réduction des énergies dans tout le process de production, et la dimension humaine, en plaçant à chaque fois l'humain au cœur du process de production et d'innovation. Donc ça, c'est pour le rôle du conseil régional dans l'écosystème d'innovation. Et après, il y a un autre challenge qui est vraiment en tant qu'organisation, là je ne parle pas d'entreprise, mais en tant qu'organisation, comment on peut cultiver cette culture de l'innovation, parce que ça peut être paradoxal parfois d'être un acteur fort et porté par nos élus et notre président dans cette culture de l'innovation, et en même temps d'être une structure administrative, traditionnelle. Donc là, c'est un courant qui est plus récent, mais qui est très affirmé au sein de notre structure. D'accord. Merci beaucoup Aurélie, Adeline et Caroline. Et j'ai une question qui me brûle un peu les lèvres. Ça fait maintenant presque 4 mois et demi que vous êtes dans la formation inclus et vous portez des projets dans cette formation. Est-ce que vous pourriez nous renseigner un peu plus sur, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une innovation responsable? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des critères que vous avez découverts? Est-ce qu'il y avait des critères déjà dans votre entreprise? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Caroline? Alors,
Cette notion de responsabilité, en fait, elle est aujourd'hui omniprésente. Et j'ai envie de dire que les projets qu'on mène toutes les trois dans 3 COP différents nous le montrent aussi. Aujourd'hui, elle peut être caractérisée par des choses extrêmement tangibles, que peuvent être les labels, les scorings, mais c'est aussi une démarche individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus les consommateurs, j'ai envie de dire que la crise a été un catalyseur par rapport à ça, avoir un niveau d'exigence par rapport à ce que chacun va s'approprier en termes de responsabilité, c'est-à-dire un impact à la fois manger sain, mais aussi que ce soit un impact sociétal, environnemental ou social. À chacun sa cause et à chacun, on va dire, sa priorisation. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire que l'innovation responsable, comme disait Xavier en préambule, sont 2 termes qui, à mon sens en tout cas, par rapport au secteur que je connais bien, ne sont plus dissociables. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'un. Sachant que cette responsabilité, elle peut intervenir à différents niveaux, comme l'innovation, puisqu'on vient de dire, Aurélie l'a très bien illustré, l'innovation, elle est omniprésente. L'innovation, elle passe par la R&D, mais pas que. Elle peut être technologique, mais pas que. Elle peut être aussi une manière d'accompagner des enjeux managériaux. Et j'ai envie de dire que tout le monde a un rôle à jouer, et c'est pour ça que le côté responsable, c'est une responsabilité aussi individuelle. C'est le côté humain de la responsabilité. Exactement, exactement. Donc là, on dépasse le côté, on va dire, tangible, mesurable, de KPI par rapport à une performance, Mais très clairement, c'est une attente très forte aujourd'hui de l'ensemble des utilisateurs ou des consommateurs, selon dans quelle industrie on se trouve, qui est effectivement aujourd'hui non négociable. Très bien. Et alors, à Radio France, comment on peut définir cette responsabilité ? Alors, aujourd'hui à Radio France, on a 2 grands axes de travail autour de la responsabilité qui sont d'une part le côté, disons, environnemental, mais RSE vraiment avec ce côté environnemental et qui va se traduire par l'investissement dans des solutions durables, par exemple pour les salariés, pour favoriser les mobilités douces, ce genre de choses. On va également être attentif à la sobriété numérique de nos outils. Voilà, tout l'aspect environnemental est de plus en plus présent et en fait, depuis le début, depuis ces derniers mois, une équipe a été mise en place pour porter au niveau du COMEX ces questions-là et s'assurer qu'elles soient bien mises en œuvre à tous les niveaux des directions opérationnelles. Et parallèlement, on a également un plan qui s'appelle Égalité 360 et lui qui va plus agir sur le côté social et sociétal finalement de la responsabilité, en particulier pour assurer une grande diversité, une grande parité de représentation de la société des 2 côtés du micro, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois dans les gens qui vont passer aux antennes de Radio France, que les personnes qui parlent à l'antenne soient le reflet finalement de la société, mais qu'aussi on favorise la diversité de nos publics en fin de compte, et donc et parfois aussi la prise de parole d'un public varié à l'antenne. Voilà, donc ça se joue des 2 côtés. Et nous, au titre de l'innovation, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser ce mouvement ? À la fois, on va venir justement par notre sourcing en open innovation apporter des solutions très innovantes sur ces aspects-là, sur ces secteurs, aux gens qui s'occupent de ces questions. Donc, on va aller sourcer des startups, en particulier, on travaille beaucoup avec BPI France actuellement pour aller sourcer les meilleures startups dans ces domaines-là et les proposer donc en interne pour des partenariats. Et puis parallèlement également, nous, dans tous les projets qu'on va mener, on va se donner des indicateurs de performance, des KPI. François, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi, des KPI qui vont intégrer ces dimensions de responsabilité. C'est-à-dire que, donc, par exemple, quand je vais faire de l'open inno, quand je vais faire des projets d'intra, comment je fais pour m'assurer que les gens avec lesquels je travaille respectent eux-mêmes une dimension de diversité, que les outils que je vais utiliser ne vont pas avoir des impacts, des externalités négatives pour la planète. Voilà, donc comment finalement au quotidien j'intègre cette dimension-là dans mon travail. Et alors, qui les suit, ces indicateurs, ces fameux indicateurs ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est l'organisation en tant que telle ? C'est le COMEX ? À quel niveau ça on suit ? Alors, c'est un ensemble. Donc, comme je disais, les 2 programmes, donc RSE Égalité 360, sont suivis au niveau COMEX de l'entreprise et ont des référents partout dans les directions opérationnelles. Et donc, nous, on travaille directement avec les gens qui opèrent ces programmes pour pouvoir intégrer dans nos propres workflows, dans nos propres routines de travail au quotidien dans l'innovation, ces indicateurs. Donc, aujourd'hui, moi, dans mes KPI, au titre de l'innovation, eh bien, j'ai
travailler avec des boîtes qui sont responsables dans la composition de leurs équipes. Je vous donne un exemple très concret. Je suis mentor du programme Source, un programme qui a été développé par l'incubateur Creatis, qui travaille dans le domaine de la culture et des médias, qui favorise l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on sait que dans le domaine de la tech et le domaine de la tech média n'y échappe pas. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et donc, en allant travailler avec ce programme, eh bien, on espère justement participer à un meilleur équilibrage du secteur. Voilà. Très bien. Alors, Adeline parlait des KPI. Aurélie, est-ce que vous avez des KPI en Nouvelle-Aquitaine? Eh ben oui, tout à fait. Et il se matérialise en fait, ce qui caractérise notre responsabilité, c'est récemment le programme Néoterra, qui est en fait la feuille de route de transition environnementale de la région. C'est-à-dire jusqu'à présent, évidemment que la région, comme toutes les régions, soutenait et développer des initiatives responsables. Sauf que là, c'est la mise en place d'une politique systémique. C'est-à-dire la prise en compte des enjeux environnementaux, c'est plus orienté enjeux environnementaux que sociaux, même si c'est loin d'être absent, dans toutes les politiques publiques de la région. Donc non seulement celles qui sont liées aux politiques liées à l'environnement, sur les parcs naturels régionaux, sur la gestion de l'eau, sur les espaces naturels protégés, etc., mais aussi que ce soit les politiques de la jeunesse, du transport, du développement économique. Et c'est la prise en compte de ces enjeux-là sur l'ensemble des politiques menées par la région. Et donc, lié à ça, il y a des indicateurs et on a pu, à moins d'un an, après la mise en place de cette feuille de route à l'été 2019, on avait déjà 42% des subventions et des aides régionales qui étaient néotérisées. Alors, on a inventé tout un vocabulaire autour de Néoterra. D'ailleurs, cette vertu-là, en fait, de fédérer les agents, on ne parle pas de salariés, on parle d'agents de la région autour d'un projet commun et d'un projet justement responsable qui crée du sens en plus à l'action régionale. Et pour rebondir sur ta question initiale, sur qu'est-ce qu'une innovation responsable, moi, ce que m'a appris aussi le programme qu'on suit tous là, c'est déjà de prendre du recul par rapport à la notion de responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la notion de responsabilité entre le sens juridique, le sens moral? Sauf qu'on évolue dans un pluralisme moral, donc les systèmes de valeurs moraux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et je trouve ça extrêmement riche d'enseignement parce qu'on a tendance à s'engouffrer dans des démarches de RSE, ce qui est très bien, très nécessaire. Mais là, ça nous apprend aussi à prendre du recul, prendre de la hauteur sur qu'est-ce que vraiment au sein de mon organisation, quels sont les enjeux de responsabilité et qu'est-ce que je veux mettre en place comme responsabilité dans ce cadre, voilà, juridique bien sûr, mais aussi un cadre éthique et moral. Justement, Aurélie, Aurélie, Adeline et Caroline sont les leaders de chacun un projet, donc 3 beaux projets que vous menez. Aurélie, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, puisque tu conduis un projet qui va être mené à terme jusqu'à la certification, est-ce que tu peux nous raconter, sans dévoiler trop ce projet, quel est son côté responsable à ce projet et comment il prend la place dans le programme pour toi? Évidemment, c'est un projet qu'on mène en groupe. C'est aussi un des grands intérêts de la formation, d'avoir ce travail collectif. Et on s'est attaqué au problème de la désertification médicale et notamment en milieu hospitalier. On parle souvent des problèmes d'absence de médecins généralistes en milieu rural. Il faut savoir que les hôpitaux ont aussi beaucoup de mal à attirer des médecins et des spécialistes et qu'on se retrouve dans des situations où les centres hospitaliers en dehors des CHU ont du mal à fournir l'offre de soins nécessaire sur les territoires. Donc, notre proposition, le projet sur lequel on travaille, c'est une offre d'accompagnement pour aider les hôpitaux à attirer ces talents-là, sachant qu'il y a un enjeu qui est à la fois sur le poste, donc ça c'est le cœur de métier des hôpitaux de recruter leurs médecins et leurs spécialistes, mais aussi sur le territoire. Donc c'est très lié à l'attractivité territoriale. Donc on travaille sur ces questions-là d'attractivité médicale en milieu rural. Alors peut-être pour illustrer, est-ce que Caroline, tu peux peut-être sans non plus dévoiler trop le projet, mais au moins nous raconter un peu son côté innovation et responsable? Alors, avec le groupe, on travaille en trinôme, on est parti d'un constat assez basique, en fait, qui concerne l'achat responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mené plusieurs enquêtes et on s'aperçoit que l'ensemble des consommateurs, quel que soit le secteur dans lequel ils souhaitent consommer, veut vraiment acheter plus responsable. Mais comme je disais en préambule, chacun a un peu sa grille de priorisation
un peu différentes. Et puis parallèlement à ça, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus d'applications de scoring, bon, la plus connue étant Yuka, hein, que personne n'a pu y échapper, qui se multiplient. Mais finalement, quand on interroge les gens, c'est soit ces applications sont méconnues, soit elles sont fastidieuses à utiliser en fait. Et puis parallèlement à ça, j'ai envie de dire, il y a aussi la grande distribution qui est en train de se réinventer, notamment comment elle peut contribuer à proposer des solutions plus vertueuses, plus responsables pour ces consommateurs, parce que c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, des consommateurs continuent à aller dans les grandes surfaces pour faire leurs achats, en tout cas la majorité d'entre eux. Donc, l'idée, ça a été effectivement d'imaginer une solution qui puisse effectivement aider les grandes enseignes à orienter le client lorsqu'il fait ses courses, avec un objectif de responsabilité qui est effectivement en fonction, entre guillemets, de ce que cherche le client et qui est propre à lui, c'est-à-dire en fonction de son profil consommateur, comment on va l'aider via la grande distribution, comment on va l'aider en fait à aller choper ce qui lui convient, que ce soit manger plus sain, avoir plus de vitamines s'il est sportif, plus équilibré, acheter des vêtements, entre guillemets, dont on connaît à la fois toute la chaîne de transformation et aussi l'approvisionnement. Voilà, donc c'est une solution digitale qu'on est en train de proposer effectivement aux différents acteurs de la grande distribution. Adeline, Radio France, si je me mets de l'autre côté du micro, on sent les auditeurs qui sont de plus en plus impliqués sur ce côté innovation responsable. C'est ce qui t'a donné l'idée de ton projet? Pas du tout. En fait, non. Alors moi, j'ai fait un pas de côté, c'est-à-dire que je me suis dit que cette formation était l'occasion précisément de réfléchir à autre chose que les sujets qui étaient ceux auxquels je réfléchissais dans mon quotidien, même si, bien entendu, tout ce qui se passe influence le projet. Mais en réalité, moi, j'ai souhaité travailler sur le télétravail. Parce que finalement, je suis aussi une salariée comme une autre et comme tout le monde, j'ai découvert, fait l'expérience du télétravail à fond au cours de ces derniers mois et j'ai été frappée par l'ambivalence de cette expérience, qui est à la fois une expérience positive, bon, je parle là en tant que salariée, jeune maman, et puis voilà, du coup, personne qui a trouvé là-dedans une possibilité de s'organiser différemment, d'une façon qui était plus pratique des fois. Et puis je parle aussi en tant que personne qui est intéressée, concernée par les questions environnementales et en se disant mais c'est chouette en fait, je fais moins de trajets, je pollue moins, je fais plus attention à mon environnement immédiat. Mais en même temps, il y a l'autre revers de la médaille qui est, je fais pas de pause, je suis fatiguée, c'est super intense, j'ai moins de relations avec mes collègues, etc. Enfin, je vais pas vous faire la liste. Je pense que tous les gens qui sont là connaissent très bien la problématique. En tout cas, la question que je me suis posée et qu'on s'est posée avec une équipe, donc nous on est 4, on a de la chance, c'est de se dire comment finalement garder les avantages du télétravail, mais sans en avoir les aspects négatifs. Et du coup, on s'est aperçu que c'était quand même une des grandes difficultés était qu'on n'était pas tous égaux quand même face à notre logement et que finalement, si on avait la possibilité de plus facilement pouvoir aller télétravailler, mais en dehors de chez soi, quand finalement chez soi, ça s'y prête pas, toutes les raisons qui peuvent l'expliquer, eh bien, il fallait qu'on puisse très facilement accéder aux espaces de télétravail à notre disposition, des espaces, on s'est aperçu qu'on ne les connaissait pas forcément, qu'on ne savait pas dans quelles conditions on pouvait accéder, où est-ce qu'il se trouve, combien ça coûte, et qu'en fait, ces espaces eux-mêmes sont énormément en train d'évoluer parce que précisément la crise a totalement bouleversé ce marché qui était le marché du coworking, mais qui est en train de devenir autre chose. Donc voilà, je ne veux pas effectivement trop en dire sur notre solution qui est très certainement une start-up, une future licorne de l'économie française, donc je ne voudrais surtout pas tout dévoiler, mais en tout cas, non, je veux juste te dire que c'est formidable parce que tout ce qu'on fait grâce à François sur ces projets, ça nous fait avancer, ça nous fait réfléchir et ça nous permet d'emporter ensuite, de rapporter chez nous dans notre métier, mais aussi, je pense, d'un point de vue personnel, un tas de nouvelles connaissances. Donc, de ce point de vue-là, c'est… Alors justement, Adeline, en quoi ça prend de l'importance dans ton travail au quotidien? Parce que tu es déjà très occupée en étant directrice de l'innovation à Radio France.
On a compris que tu avais des enfants en bas âge. Donc en quoi tout ça, ça prend de l'importance à la fois dans ton travail, dans ta vie personnelle? Comment tu le ressens? Je pense que le directeur de l'innovation est en train de nous écouter maintenant, donc je précise que je suis son adjointe, juste pour éviter d'avoir des problèmes après le webinaire. Néanmoins, malgré tout, j'ai la chance de pouvoir qu'on m'ait accordé du temps, et ça, je pense que c'est important aussi que l'entreprise ait accepté et souhaité que je participe à cette formation. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que ça permet de repartager en interne dans l'entreprise, à commencer par avec mon manager dans les discussions qu'on peut avoir au quotidien avec mon équipe, mais aussi à d'autres niveaux dans l'entreprise. Et justement, sur cette question du télétravail, c'est marrant parce qu'un espèce de bénéfice secondaire du projet, c'est qu'aujourd'hui, du coup, j'ai été voir les gens qui s'occupent actuellement de réfléchir au nouvel accord télétravail de Radio France, car comme beaucoup d'entreprises, il y a un accord qui est en renégociation actuellement, et justement de leur faire profiter finalement de toute la collecte d'informations, la veille, le recueil de témoignages qu'on a pu faire sur ce sujet. Et en fait, ça apporte de l'eau au moulin de la réflexion qui a lieu actuellement à l'échelle de l'entreprise. Et aussi de mettre ensemble des personnes qui ne se parlaient pas sur ce sujet auparavant pour intégrer notamment les dimensions environnementales du sujet. Donc, alors peut-être s'il nous écoute, il va peut-être nous témoigner aussi pour savoir comment ça se diffuse aussi, cette formation dans l'entreprise. Aurélie, est-ce que ça se diffuse, cette formation, et est-ce que ça prend beaucoup d'importance dans ton travail aussi au quotidien, et est-ce que ça t'a fait aussi pivoter un petit peu? Alors oui, ça prend de la place dans le quotidien, d'abord parce que ce soit les projets, les cours, les conférences, c'est d'une richesse extrême, donc ça prend du temps. Et pour moi, il y a eu un impact immédiat, en fait, sur la prise en compte de la nécessité de l'innovation, comme le disait Xavier en introduction, dans un monde, un environnement en perpétuelle évolution, et qui a accéléré là. Et je sentais à mon échelle, moi je dirige donc l'équipe communication, on est une 60aine de personnes. Ça a été évidemment, comme beaucoup d'entre nous, un Big Bang cette année 2020, avec des ruptures d'activité, défaire, des cadres qui ont complètement explosé sur l'événementiel notamment. Voilà. Et je sentais qu'il y avait un vrai sujet sans savoir vraiment comment l'appréhender. Et en fait, l'effet immédiat, ça a été la prise en compte qu'il fallait instaurer cette dynamique, cette démarche de l'innovation au sein de l'équipe pour les remettre dans une dynamique, déjà une dynamique positive et une dynamique qui se projette vers l'avant, et qu'on ne soit pas dans une attente du retour à la normale. Et donc ça, c'était pour moi un peu une révélation en début de parcours. Et ensuite, avec toutes les méthodes, et notamment on a un MOOC sur l'innovation managériale, je me suis beaucoup appuyée dessus pour lancer avec évidemment mon équipe, une démarche de co-construction, en fait, et de réflexion sur l'évolution de nos métiers, et que chacun au sein de la direction puisse se repositionner, en fait. Donc ça, c'est dans mon périmètre, sur l'impact que ça a eu sur moi. Il y a aussi un impact intellectuel. Très honnêtement, ça fait, même si c'est une lourdeur en termes de charge, c'est une bouffée d'air intellectuelle, vraiment, d'avoir ce temps de respiration, alors qu'on est tous dans nos jobs, je pense, dans des situations un peu de fuite en avant parfois, et surtout dans des contextes comme ça un peu difficiles, que ce soit d'un point de vue managérial ou sur le fond de nos missions. Donc ça, c'est l'impact à mon personnel et à mon niveau. Et après, au niveau de la structure, on est une grosse organisation. J'essaye de venir un petit peu plus en soutien à la délégation qui s'occupe du pilotage, de la modernisation et la transformation, qui essaye justement d'insuffler ces dynamiques d'innovation, et notamment d'innovation managériale. Et du coup, je suis mieux positionnée pour comprendre ça et pour essayer d'appuyer ça. Et dans un autre temps, je pense que l'enjeu, c'est d'appliquer ça aussi sur des méthodes d'innovation dans les relations à nos usagers. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore déployé, mais que du coup, ça m'a éveillé à ça, de voir comment on pourrait se diriger vers ce type d'innovation. Est-ce que tu partages, Caroline, dans ton entreprise, un petit peu le constat d'Aurélie? Je partage complètement ce que vient de dire Aurélie. Moi, on va dire que le programme, à titre personnel, m'apporte beaucoup. Beaucoup plus que je ne pensais, en fait, parce que je le voyais de façon peut-être trop étriquée. L'innovation, la responsabilité, je mets les deux ensemble. Donc ça va bien au-delà des outils.
c'est un doux mélange nécessaire, en revanche, intellectuellement, donc que ce soit anthropologique, sociologique, philosophique. Alors tout ça peut paraître extrêmement abstrait, mais ça permet effectivement, même en partant d'assez loin, d'arriver à voilà, pourquoi l'innovation, comment on différencie l'innovation de la créativité qui est extrêmement présente, par exemple, dans mon secteur de la beauté, par rapport à un progrès. Aujourd'hui, est-ce que l'innovation produit suffit? Comment la responsabilité se mesure, on en a parlé tout à l'heure, donc on voit aussi l'apparition de la finance verte, si je puis dire, donc on est en train aussi de professionnaliser tout ça avec des degrés de maturité différents selon les secteurs, selon les entreprises. Voilà, donc tout ça, j'ai envie de dire que ça va bien au-delà, entre guillemets, de mon secteur, et sur le plan personnel par rapport aux différentes activités que j'ai, qui peuvent être des accompagnements de start-up à titre bénévole ou même d'exploration dans le secteur de la beauté, ça me permet de mesurer en fait les différents niveaux, enfin, où chaque entreprise va mettre son curseur en fait. Et ça, c'est extrêmement révélateur d'un certain nombre de valeurs portées par l'entreprise, de leadership, d'attention portée à toutes ces questions d'innovation responsable. Après, j'ai envie de dire que par rapport à la charge de travail, oui, bien sûr qu'il y a un investissement, mais j'ai envie de dire qu'on se laisse prendre au jeu. C'est-à-dire que le projet prend beaucoup de temps, mais j'ai envie de dire que c'est une dynamique extrêmement positive parce qu'elle est parfaitement en lien. C'est l'illustration parfaite, et moi je suis quelqu'un d'assez concret et rationnel par mon parcours. Ça permet de mettre en œuvre, d'essayer, de se faire retoquer pour mieux travailler après. Mais on est aujourd'hui fin mars. En ce qui concerne notre projet, voilà, on démarche des grands acteurs de la grande distribution. Ça permet de corroborer, ça permet de les aider, ça permet d'orienter. Donc j'ai envie de dire que c'est presque du in situ où on réajuste, on pivote, et ça c'est extrêmement bénéfique en fait. C'est extrêmement bénéfique parce que c'est une illustration parfaite de tout ce qu'on apprend sur le plan académique, mais de façon très appliquée, avec une mise en œuvre dans la foulée, si je puis dire. Alors, j'ai envie de conclure un petit peu en disant, finalement, j'ai l'impression qu'à travers ce que vous nous racontez, ça a été un peu une surprise, un peu ce programme, puisque finalement, vous faites des choses peut-être un peu différentes que ce à quoi vous vous attendiez, non, Cadine? Quand vous êtes inscrite, entre le moment où vous êtes inscrite et puis ce que vous vivez depuis 4 mois et demi, c'est un peu différent ou c'est en ligne, c'est… Alors pour ma part, j'avais pas une idée précise finalement de ce qui allait se passer. J'avais eu un premier échange avec Xavier Pavie qui m'avait vraiment emballé, et voilà, j'ai fait confiance à l'ESSEC, et il s'est avéré qu'après coup, j'ai découvert qu'une personne que je connais bien, avec qui je travaille, avait participé également à la formation, et on a pu échanger, et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait toute une dimension de cette formation à laquelle je ne m'étais pas attendue, l'importance du projet, l'importance de la mise en pratique. Ça, c'est vraiment, ça a été une surprise. Alors, ça a été une surprise de voir comment il fallait se réorganiser. Alors, je ne vais pas insister, on l'a déjà mentionné, mais ça demande un petit peu d'effort sur le plan personnel. Mais du coup, je crois que l'importance donnée à ce projet, ça a mis un accent sur la dimension humaine. Et je voudrais juste souligner le fait que c'est moi une formation que j'avais choisie parce qu'elle était en grande partie en présentiel. Que en raison des circonstances, on a été obligé de passer c'était en présentiel, on a été obligé de passer en distanciel. Et ben malgré tout, on a réussi à se connecter, je dirais, au sein de la promo, et en particulier au sein de l'équipe à laquelle je fais une petite dédicace, d'une façon qui est extraordinaire. Et là, on s'est vus en vrai récemment tous, et franchement, on était comme des gosses, quoi. Et c'était super. Et vraiment, il y a quelque chose de très humain qui se passe dans cette expérience. Et je crois que c'est pas anodin. Je crois que, pour revenir à une question que tu as posée au début, François, l'innovation dans une entreprise, c'est beaucoup de l'humain. C'est vraiment loin d'être que de la tech. Je pense que, en tout cas, c'est mon expérience, et comme ça que je le vois. L'innovation, c'est d'abord apprendre à écouter, c'est d'abord apprendre à travailler ensemble, et en fait, même pour aller plus loin, je pense que c'est apprendre à kiffer ensemble. Je pense que l'innovation, c'est vraiment fun, c'est vraiment quelque chose qui est une belle expérience. Et je crois que la formation, ma grande surprise, c'est qu'elle est le reflet de ça. Très bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un ancien élève de l'ESSEC,
Et à l'ESSEC, on a toujours voulu, et ce que n'a peut-être pas dit Xavier, c'est qu'on veut toujours être très concret. Au-delà des outils, au-delà des choses, je suis sorti il y a bien longtemps de l'ESSEC, mais on veut être concret. Et ça, c'est un côté important et qui se reflète aussi dans cette formation. Caroline, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, je voulais juste compléter ce que disait Adeline sur le programme. En fait, pour moi, c'est une belle surprise aussi par rapport à la rencontre au sein de la promo. C'est-à-dire que pour moi, j'avais un côté très étriqué d'innovation responsable par rapport à mon secteur, par rapport à mon prisme, par rapport à mon parcours. Et d'avoir vu des gens comme Adeline qui vient de Radio France, comme Aurélie qui est dans le secteur public, et puis on a plein d'autres exemples dans la promo, finalement, ça crée une vraie richesse aussi et ça contribue à cette ouverture. Ça contribue à cette ouverture. Voilà, moi, on a aussi des degrés différents d'investissement ou de perception de responsabilité. Donc pour moi, ça a été c'est extrêmement enrichissant au quotidien, notamment avec mon groupe, qui je fais aussi une dédicace, de voir on partage. J'ai découvert énormément de choses aussi grâce à ce travail de groupe, par les rencontres au sein de la promo, au-delà de l'ensemble des accompagnements. Parce que ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a aussi différents types de profils en termes d'intervenants, dont tu fais partie évidemment, François, avec Xavier, puisque vous êtes notre fil rouge. Mais on a eu des philosophes. C'est toi le fil rouge là aujourd'hui. C'est toi le fil rouge aujourd'hui. Oui, c'est moi le fil rouge. Mais on a des intervenants, on va dire, qui nous aident à réfléchir, à mettre en lumière. On va passer d'une séance, d'une journée complète de design thinking. Personnellement, j'avais du mal à visualiser en distanciel, et pourtant ça a très très bien fonctionné, à une journée de philo, réellement de philo, et qu'est-ce que c'est agréable de prendre ce temps-là aussi pour s'ouvrir. Et puis une journée beaucoup plus technique sur un rappel pour certains, et puis une découverte pour d'autres sur des outils qu'on connaît, Porter, Pestel, etc., qui aident effectivement à rationaliser et à rendre en fait la démarche assez concrète et pragmatique. Merci. Merci de ce témoignage. Alors Aurélie, elle vient de Bordeaux. Elle nous a vus pour la première fois à Paris la semaine dernière. Première séance de présentiel. Peut-être pas. Je reste optimiste. Aurélie, toi, ça a été une surprise aussi? Alors oui, ça a été une surprise. Alors j'ai eu la chance d'avoir déjà fait il y a pas mal de temps déjà, mais des formations avec l'ESSEC. Donc la partie collectif, travail d'équipe, qui m'avait déjà beaucoup plu à l'époque, je l'ai retrouvée là. Donc c'est aussi ce que je venais chercher. Donc ça n'a pas été une surprise, mais c'est une richesse, mais c'est ce que je venais chercher. Et c'est pour ça que j'ai insisté auprès des RH que je salue, d'avoir accordé cette formation. Parce que j'ai insisté pour que ce soit cette formation-là, parce que je venais chercher ça. Et après, je rejoins ce que disait Caroline. Moi, je suis venue chercher une consolidation des formations, comme je disais, que j'ai fait il y a longtemps à l'ESSEC sur le marketing et management, et de ma formation initiale sur la partie méthodo, management, process. Et on a ça, ce que tu disais, on a l'aspect concret vraiment qui se matérialise par le projet, mais aussi la partie pratique. Donc ça se fait écho, et ça c'est très riche. Mais aussi cette capacité à prendre du recul, de la hauteur, voilà, être capable de se dire, bon, on commence pas le cours par les méthodes pour avoir un process innovant dans une entreprise, c'est ça, mais de remonter à l'Antiquité, au Moyen-Âge, et de se dire l'ancrage historique, philosophique de l'innovation, c'est ça, pour comprendre et après se dire qu'au-delà des méthodes, etc., on a cette connaissance-là qui est vraiment qu'on va complètement intégrer. Donc c'est cette alliance en fait de prise de hauteur où on est vraiment considéré comme des cadres dirigeants, où on nous donne la matière brute, c'est à nous de la travailler après derrière, plus les méthodos, plus l'aspect collectif et l'aspect pratique à travers les cas. Et ça, ce triptyque-là, voilà, enrichi par la dynamique collective, on est une promo de 10. Je trouve que c'est idéal parce que c'est suffisant pour créer une vraie dynamique et pas trop pour qu'on puisse, en plus, vu les circonstances, on se voit essentiellement en visio, de créer voilà, une vraie dynamique d'équipe. Donc ça va au-delà en fait de ce que je suis venue chercher, bien que j'ai eu déjà la chance d'expérimenter des formations ESSEC. Mais c'est des formations plus courtes. Il me reste à vous remercier Aurélie, Adeline et Caroline de vos témoignages. Je vais peut-être laisser, parce qu'il est 13h23, je vais peut-être laisser la place peut-être aux questions de
notre auditoire. Alors, Vanessa, je ne sais pas, les questions, est-ce qu'elles sont orales, est-ce qu'elles sont sur le chat? Là, je fais appel à la régie. Cognac, j'ai. Elles sont via le chat. Donc, dès qu'on en a, je vous les lis pour les réponses. D'accord. Et puis, si tout a été clair, on mettra un terme à cette session. Je laisse peut-être quelques minutes. En tout cas, moi, en attendant que les questions peut-être arrivent, moi, je dois dire que on a cette année une promotion extraordinaire parce qu'on a des participants qui s'impliquent, qui prennent sur leur temps aussi pour faire en sorte que leur projet pourrait être même réel à l'issue de la formation et qui pourrait même être implémenté. Il y a évidemment dans ma partie les projets toujours des moments très difficiles, notamment au moment où il faut trouver la solution qui répond aux problèmes des consommateurs ou des clients. C'est un moment difficile parce que là, le porteur du projet, il peut se retrouver un peu en difficulté parce que son projet, il peut pivoter parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas implémentable, c'est toujours un moment difficile, mais toutes les trois et les trois équipes ont su passer au-delà et ça a été c'est aussi, ça fait partie de l'humain, c'est arriver à passer au-delà de ces difficultés et l'entrepreneur, lui, ne s'arrête pas à ça et c'est en cela que vous avez ce côté aussi entrepreneur, savoir résoudre les problèmes et savoir les trier. J'appelle la régie là. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a non? Vanessa? Excusez-moi, mon micro était coupé. Pas pour le moment. Si des questions arrivent, donc si vous avez des questions suite à cette présentation, je vais vous adresser un petit mail avec le replay de cette table ronde dans les jours qui viennent. Donc, n'hésitez pas à me recontacter par mail et je transmettrai bien entendu toutes vos questions à François Fège et Xavier Pavie pour leur retour. Mesdames, il me reste plus qu'à vous remercier, en tout cas d'avoir pris sur votre heure de déjeuner pour ce webinaire et merci aussi à tous les participants. Je vais mettre un terme à ce webinaire. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.